Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art, présenté par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons juste après avec l'interview de l'art à la une, dans laquelle nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Perrin, président de la galerie Perrin. L'occasion pour nous de dresser un portrait et de faire un état des lieux du marché des beaux-arts. Nous le retrouverons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux dirigeants d'entreprise. Quels sont les risques encourus par le dirigeant dans la gestion de son patrimoine? Il en existe plusieurs que nous détaillerons en plateau dans un instant avec Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan toutes les semaines. Sybille Aoudjan qui est donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art récemment ? Tous les grands collectionneurs avaient les yeux rivés sur les salles de vente de Christie's de New York pour la vente de la collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen. La vente totalise 1,6 milliard de dollars pour seulement 155 œuvres en vente, des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans une vente publique. C'est la vente la plus importante de l'histoire jusqu'à présent. Alors malgré des montants très élevés, la vente a été dynamique avec des enchérisseurs en compétition pour chaque lot. Il est intéressant de noter aussi que les acheteurs asiatiques ont été très présents lors de la première vente qui rassemble la majorité des œuvres d'art. 28% des lots en valeur ont été acquis par des acheteurs asiatiques. Quels sont les détails des lots vendus, Sybille ? Alors 100% des lots ont été vendus. 5 œuvres ont dépassé les 100 millions de dollars. Dans ce top 5, on retrouve toujours des artistes impressionnistes, des post-impressionnistes qui ont le plus de succès, avec d'abord une œuvre de Seurat, Les Poseuses Ensemble, petite version qui est partie pour plus de 149 millions de dollars. Une œuvre de Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, pour presque 138 millions de dollars. Ensuite, Verger avec un cyprès de Van Gogh pour 117 millions de dollars. Maternité 2 de Gauguin pour plus de 105 millions de dollars. Et le dernier qui se distingue du mouvement impressionniste, une œuvre de Gustav Klimt, Forêt de Bouleau, pour 109 millions de dollars. Et en tout, c'est 27 records d'artistes qui ont été établis. Est-ce que toute la vente était philanthropique, Sybille ? Alors effectivement, c'est conformément au souhait de M. Allen que les produits de cette vente sont reversés à des actions philanthropiques. Les détails n'ont pas été donnés sur la répartition de ces résultats. Ce que l'on sait, c'est que la Fondation Paul Allen soutient particulièrement des actions environnementales liées à la sauvegarde des fonds marins, à la protection de l'espèce, à la recherche scientifique. Et Bonnie Brennan, qui est présidente de Christie's Amérique, ajoute dans un communiqué qu'en un an, Christie's a récolté plus de 2 milliards de dollars pour des œuvres caritatives. La fondation Giacometti va s'installer sur l'esplanade des Invalides, Sybille. Oui, c'est aussi une nouvelle de cette semaine. La fondation Giacometti investira en 2026 le bâtiment historique de l'ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l'esplanade pour créer le musée et l'école Giacometti. C'est l'ancienne gare Air France pour ceux qui voyageaient et qui l'empruntaient précédemment. Pourquoi la fondation déménage, Sybille ? Alors jusqu'à présent, la fondation était installée dans le 14e arrondissement, mais cet espace devenait trop petit pour les visiteurs, de plus en plus attirés par l'artiste Giacometti. Cette nouvelle institution aux Invalides sera désormais dotée d'un musée et d'une école.
Le musée réunira la plus grande collection au monde de l'artiste, avec plus de 10 000 œuvres, une reconstitution de l'atelier de l'artiste, des archives de la Fondation, sa bibliothèque, son iconothèque. Et puis ensuite, il y aura l'école intitulée École de création pour tous. Ils ont une approche un peu plus universelle de l'art qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux amateurs. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Réinventer Paris 2, l'esplanade des Invalides de la ville de Paris, dont les lauréats sont Emerige et Nexity. Et ce site, la gare des Invalides, a été créé lors de l'exposition universelle de 1900 et elle sera rénovée notamment par l'architecte Dominique Perrault. Enfin, vous vouliez nous parler du décès d'une personnalité du monde de l'art, Sybille. Oui, c'est le décès du galeriste Claude Bernard, galeriste des plus grands noms du XXe siècle, dont Alberto Giacometti, dont on parlait justement. Le galeriste est décédé à l'âge de 93 ans et il avait créé la galerie éponyme en 1957. À ses débuts, la galerie était spécialisée dans les sculptures contemporaines, mais il exposait bien sûr dans sa galerie rue des Beaux-Arts aussi bien des peintres que des sculpteurs. On retrouvait Balthus, Peter Blake, Dubuffet, Sam Safran pour ne citer que, et César, Giacometti, puis aussi bien sûr Francis Bacon. Et donc c'est le regard de toute une époque qui s'éteint. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour les actualités du monde de l'art. Et Sybille, nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Perrin, président de la Galerie Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous étiez présent à la première édition, Philippe Perrin, d'une fusion entre deux foires, Fine Art Paris et la Biennale, qui a réuni 17 000 visiteurs et 86 exposants. La semaine dernière. Alors pour commencer, Philippe Perrin, vous êtes habitué à faire les plus grandes foires consacrées aux œuvres d'art. Cette fusion a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? Oui. En gros, oui, non, tout à fait. En gros, oui. C'était beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a eu beaucoup plus de visiteurs. La qualité des marchands était bien meilleure. Les œuvres exposées étaient beaucoup plus importantes. D'ailleurs, je crois qu'on a fait quasiment le double d'entrées par rapport à l'année dernière. On sent que c'est vraiment une foire en devenir et ça a été très positif pour l'ensemble du marché et pour Paris. C'est vraiment la fusion de ces deux entités qui a permis la propulsion. Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment la fusion. Je pense que simplement c'était un salon. Je ne parle pas de la Biennale, mais je veux dire Fine Art, qui était un petit, qui a commencé comme étant un petit salon. Là, ils se sont mariés avec la Biennale, c'est très bien. Probablement, ça apporte quelque chose, mais c'était déjà un salon en devenir. Si vous voulez. Et je pense que le côté Biennale a donné un petit coup de boost, mais de toute façon, c'était un salon qui allait progresser. Enfin, en tous les cas, moi, je misais dessus. Ça attire sûrement la curiosité aussi pour cette première édition de la fusion. Je n'ai pas compris, pardon. Ça attirait aussi les curieux parce que c'était une première édition. Oui, je pense que les gens se disent à la Biennale renaît parce que la Biennale c'est un nom un peu mythique, etc. Mais ça fait 20 ans que la Biennale n'est plus ce qu'elle était. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu la chance de connaître ça dans les années 80-90 où c'était vraiment spectaculaire. Mais c'était un autre temps, je veux dire, c'était un autre monde. Voilà, je pense que c'est une foire qui s'adapte au temps moderne et je pense que c'est une foire en devenir, qui a une vraie place à prendre, notamment à Paris. En devenir, vous savez déjà ce qu'il faudrait faire pour que ça prenne encore plus d'ampleur ? Écoutez, moi je ne suis pas organisateur de foires, mais j'ai fait depuis 30 ans ou 35 ans les foires dans le monde entier, parmi les plus grandes. Oui, c'est ce regard-là qu'on... Oui, non, mais justement, et je veux dire, les gens qui s'en occupent, qui sont des gens que je connais très bien, qui sont des gens très compétents, qui ont une vraie vision sur le marché international. Donc je pense qu'ils sont très très bien placés, si vous voulez, pour s'en occuper. Et quand je parle avec eux, je trouve que toutes les idées sont plutôt excellentes. Et vous parlez justement de la place de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la place de Paris dans ce marché des Beaux-Arts ? Écoutez, la place de Paris a beaucoup changé et évolué dans les quelques dernières années. Je veux dire, on a eu une espèce de trou noir qui correspondait, j'allais dire, aux années François Hollande, etc. etc. Et Paris a une chance énorme. Je veux dire, ça devrait redevenir la capitale des arts avec New York. Je veux dire, les Anglais se sont tirés une balle dans le pied, donc pour le moment, ils sont un peu en dehors du marché. Donc Paris a une vraie place à prendre. Vous voyez, et je pense que Fine Art est incroyablement bien placé pour ça. Voilà, et c'est pour ça que j'y participe. Et en plus, si vous voulez, moi ayant une activité à Paris et une activité à Londres, je vois vraiment la différence. Et c'est vrai que Paris attire le monde entier. En plus, maintenant, comme vous savez, il y a Bâle qui s'est installé à Paris. Oui. Donc Paris redevient un hub pour le marché de l'art, chose qui n'était plus pendant très longtemps. Justement, il y a eu des ventes vraiment majeures dans le marché des Beaux-Arts ces dernières années, le panier de fraises de Chardin, la vente de Givenchy, Altani, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment des tendances de fond ou c'est parce que c'était des pièces majeures qui sont ressorties et qui ont attiré des acheteurs ? Alors,
je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. C'est vrai, quand vous vendez le Chardin pour 25 millions, tout le marché en profite. Parce que subitement, ça met le marché, si vous voulez, ça met des flashs sur le marché. Oui. Tout le monde se dit, ah, mais comment un tableau qui est grand comme ça fait 25 millions une personne sur 10 ne sait pas ce que c'est qu'un Chardin. Donc subitement, les gens se disent, ah, mais les tableaux anciens, ça vaut si cher que ça. Vous voyez, il faut quand même rappeler que le tableau le plus cher au monde, c'est le Salvator Mundi, qui avait fait 450 millions à l'époque. Donc ça remet un phare, si vous voulez, au tout du moins de la lumière sur notre activité. Et c'est bon pour nous tous. Et les ventes comme Givenchy, c'est pareil. Givenchy, c'était un grand nom, c'était un énorme collectionneur. Je veux dire, c'était des succès absolument pharaoniques, la vente. Enfin, je veux dire, c'est des prix... moi, je rêverais de vendre à ces prix-là, vous voyez. Mais c'est un peu des épiphénomènes. Oui. Vous faites la même vente, et c'est pas Givenchy... Je veux dire, les prix ne sont pas ceux-là. Je veux dire, les gens, comme Paul Allen, je veux dire, même si, attention, la qualité des œuvres est irréprochable. Oui, mais le fait que c'était dans leur collection, ça les mais le plus fait aussi qu'en en plus avant, ce soit leur bien collection, qu'en l'occurrence, vous parliez de Paul Allen, que ça passe, soit pour des charités, etc., etc., et c'est des choses que vous ne retrouverez pas sur le marché. Vous voyez, c'est vraiment des pièces uniques. Et pareil pour Givenchy. Et la vente Altani, pareil. Franchement, c'est une collection qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Et c'était franchement un très joli succès, je trouvais. Mais est-ce que du coup, depuis certaines années, on retrouve un vrai dynamisme de ce marché, et c'est un marché qui va être qui va progresser, ou alors justement par rapport à ces épiphénomènes? Oui, alors justement, le haut du marché progresse. Voilà, le haut du marché est là. C'est la vente Paul Allen, c'est la vente Givenchy. Si vous voulez, c'est pour le triple A, il y a un marché qui est un peu inépuisable. Vous voyez, l'argent est là, les collectionneurs sont là. Et le problème, c'est de sourcer ces œuvres-là. Vous ne trouvez pas un Cézanne ou un Seurat tous les matins. Pareil pour la vente Givenchy, je veux dire, c'était une vie de collection. Nous, notre sujet, c'est de trouver des œuvres de très grande qualité. Et justement, pour en revenir à Fine Art, la Biennale, je trouvais que cette année, la qualité était infiniment supérieure à ce qu'on avait vu auparavant. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à votre travail, comment vous faites pour sourcer ces œuvres et trouver des belles œuvres à vendre dans votre galerie? Écoutez, il y a une part de chance, il y a une part de travail, il y a une part c'est un peu comme dans tous les métiers, vous voyez, de saisir des opportunités et de temps en temps croire à son bon œil. Vous voyez quelque chose qui vous attire l'œil, vous ne savez pas trop pourquoi, et ça peut être une vraie découverte. Et c'est surtout du relationnel, alors, de découvrir des personnes qui ont ces collections? Non, c'est le relationnel. Et puis surtout, parfois, c'est d'être en avance sur son marché, c'est-à-dire se dire, tiens, ça c'est très intéressant. Par exemple, moi, je commence à m'intéresser au 19e parce qu'il y a des périodes formidables dans le symbolisme, etc., qui ne sont pas au prix. Vous voyez, avec des artistes majeurs qui ont inspiré tous les impressionnistes, etc. Et objectivement, je considère que ce n'est pas du tout au prix par rapport au reste du marché. Justement, j'ai lu souvent que dans certaines interviews que certaines personnes parlent de niche et du fait que encore dans ce marché des beaux-arts, il y a certaines niches qui ne sont pas exploitées. Est-ce que, selon vous, il y en a plusieurs, est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Je viens de vous en donner une, vous voyez. Par exemple, le 19e, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Je dirais, on commence à redécouvrir des artistes qui sont très importants et qui, aujourd'hui, sont très, très bon marché. Mais 19e, ça peut être... non, mais je veux dire, ça peut être... Non, je ne vous parle pas du baron Gérard en 1808, du portrait de Napoléon. Enfin, je veux dire, je vous parle de beaucoup plus tardif. Vous voyez, dans la seconde moitié du 19e. Je veux dire, il y a des vraies redécouvertes à faire. Et quand on est quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore très bien, je vais visiter justement la Biennale. Est-ce que vous aurez quelques conseils à donner pour un œil qui n'est pas particulièrement très avisé encore? Mais regardez ce que vous aimez. Regardez ce qui vous attire. Vous voyez, et puis ensuite, vous vous approchez, vous demandez ce que c'est, vous vous renseignez, et puis je veux dire, vous allez affiner votre goût. C'est comme tout le reste. Vous voyez, je veux dire, l'appétit vient en mangeant. Vous voyez. Non, mais oui, peut-être qu'il y aurait des questions particulières à poser justement aux professionnels qui pourraient nous aider. Non, je veux dire, franchement, on est là. Nous, on est là pour aider les gens. Je veux dire, l'autre jour, je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, il y a un jeune garçon qui est arrivé. Il va avoir 25-30 ans. Il m'a dit, il arrive, il dit, écoutez, je connais rien du tout, mais j'aime ça. Le type, il est dans le métaverse. Oui. D'accord, il fait de l'immobilier dans le métaverse et il commence à faire des NFT d'art pour accrocher dans leur immobilier dans le métaverse. Déjà, moi, je suis déjà un peu peur. Et le type, il arrive, il connaît rien. Et il dit, écoutez, j'aime ça, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Je veux dire, voilà, et je passe une demi-heure avec lui. Et puis il m'a dit, envoyez-moi des photos par WhatsApp. Et on a commencé comme ça. Et voilà, et il va apprendre comme ça. Moi, je suis là pour ça. Et attirer... Je ne suis pas là que pour recevoir les grands clients de la terre entière, vous voyez. Justement, il faut toujours, j'imagine, renouveler une clientèle qui est de plus en plus jeune. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous faites pour attirer des personnes Je fais des expositions.
C'est ça qui fonctionne. Je fais des expositions, on essaie d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, même si pour nous, je veux dire, on est un peu des vieux crocodiles, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez, je me tourne vers mes enfants, je leur demande de me donner un coup de main, vous voyez, ou à leurs copains. Ou j'ai un jeune garçon qui travaille avec moi, vous voyez, qui doit avoir 27, 28 ans, qui m'ouvre l'œil sur plein de choses que moi, je ne regarde pas ou je ne regardais pas. Mais par exemple, faire en sorte que qu'il y ait des ventes en ligne de plus en plus fournies et sourcées, ça peut être un... Alors, nous, on a un problème, les marchands, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de plateforme pour faire ça. C'est pour les choses de qualité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de vente en ligne pour des choses moyennes ou de petite qualité, mais dès qu'on rentre un peu dans le haut de gamme, d'abord, on n'a pas envie de se mettre ça en ligne, que ce soit accessible à tout le monde avec les prix, etc. Et on n'a pas vraiment de plateforme pour ça, et ça nous manque. Il ne faudrait pas en créer. On a essayé. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Nous, les marchands, l'ego des marchands. Ah, c'est l'ego. Mais parce qu'ils ne veulent pas encore se mettre dans l'idéologie peut-être plus jeune de... Parce que par exemple, justement, Artsy et toutes ces plateformes-là, ils sont dans une idéologie de grande transparence, mettre tous les prix, mettre... Oui, vous avez 100% raison, mais malheureusement, l'ego des marchands nous empêche de nous réunir. Et c'est pas faute d'avoir essayé, je vous le dis, parce que pendant le Covid, on avait formé un groupe comme ça, et on s'était mis à travailler là-dessus, et on avait bien avancé. Et en fait, c'est d'autres marchands qui nous ont fait, qui ont fait échouer le projet. Parce que ça leur faisait de l'ombre, ou ils pensaient que ça pouvait leur faire de l'ombre, alors que finalement, ça aurait été formidable. Mais on va y arriver à un moment donné. Ou si c'est pas moi, ce sera la génération d'après, vous voyez, c'est pas très grave. Et dernière question, est-ce qu'on peut faire des achats... des chouettes achats dans une fourchette de prix qui soit raisonnable. Regardez à Fine Art. Alors Fine Art, je trouve pour ça est une foire formidable. Vous avez des choses entre 2000 et l'infini. Alors il n'y a pas encore des chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque là, parce que les gens se disent qu'il n'y a pas encore la clientèle dans le salon. Donc ils n'amènent pas les chefs-d'œuvre, ils les emmènent plutôt à Maastricht ou ailleurs. Mais ça va venir. Vous voyez, en tous les cas, j'espère et j'en suis quasiment certain. Mais je veux dire, à Fine Art, vous avez des œuvres de qualité pour 2000, 3000, 5000. Donc, si vous voulez, c'est quand même un panel très, très, très large. Vous voyez, et dans tous les domaines, que ce soit dans le moderne, dans l'ancien. Donc, je trouve ça plutôt très bien et très intéressant. Et il faut que ça reste comme ça. Merci beaucoup, Philippe Perrin, président de la Galerie Perrin, d'être intervenu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et merci, Sybille Aoudjan. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à la gestion du patrimoine du chef d'entreprise face aux accidents de la vie. Les accidents peuvent arriver et il faut essayer de les anticiper au mieux, mais comment faire? Le dirigeant, à tout moment de sa vie, peut être confronté à plusieurs types d'incidents susceptibles d'affecter son patrimoine personnel qui est en liaison avec l'entreprise. Alors, le dirigeant peut-il tout prévoir, même l'imprévisible? C'est la question que nous allons poser à Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur. Bonjour. Bonjour Pauline. Patrice Ron, vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages sur ces sujets, Le divorce du chef d'entreprise aux éditions L'Harmattan et Les clés des enjeux financiers du divorce aux éditions L'Harmattan également. Absolument. Alors Patrice Ron, pour commencer, quelle est la différence entre la gestion du patrimoine entrepreneurial et la gestion du patrimoine privé du dirigeant ? Alors en théorie, il ne devrait pas y avoir de différence entre ces deux types de gestion, dans la mesure où le chef d'entreprise gère des risques au quotidien. Il prévient les contentieux avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs, des partenaires, des compagnies d'assurance, des banques. Donc en fait, il est habitué à gérer le risque professionnel, mais paradoxalement, il peut avoir également des difficultés à gérer son propre patrimoine et ses finances privées, d'où effectivement la nécessité de s'adjoindre un gestionnaire de patrimoine, notamment pour gérer cette partie-là. Alors quels sont les risques encourus par le dirigeant dans la gestion de son patrimoine, Patrice Ron ? Il y a 4 principaux risques pour le dirigeant qui sont liés effectivement à sa vie privée et professionnelle. Le premier est le risque de divorcer. Le second est le risque d'accident de la vie ou de la dépendance physique, psychologique. Le troisième est le risque bien sûr de faillite, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire de la société qu'il a créée ou rachetée. Et le quatrième, est lié au risque de disparition, de décès.
Alors, concernant le risque de l'accident, par exemple, Patrice Ron, si le dirigeant est en incapacité de continuer la gestion de l'entreprise à l'issue de l'accident, qui peut reprendre les rênes et dans quel cas et dans quelles circonstances ? Alors dans les grandes entreprises, le sujet est relativement facile dans la mesure où il y a un organigramme avec une hiérarchie très formalisée. Il y a des seconds qui peuvent être effectivement envisagés, prévus, formés, délégués à cet effet. Des services de risk management en liaison avec la direction des ressources humaines de la grande entreprise peuvent prévoir effectivement ces cas de figure. En revanche, pour nos petites sociétés, nos TPE, là effectivement le risque demeure entier parce que la disparition peut être soudaine et effectivement non prévu. Vous aviez également parlé du risque de faillite en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, en cas de redressement, de liquidation judiciaire de la société, le dirigeant se trouve confronté à son risque de caution s'il s'est porté caution personnelle, solidaire, en l'échange de concours bancaires accordés par une banque. Effectivement, il peut être appelé en caution. Mais en cas de liquidation, redressement judiciaire, il peut également risquer de perdre la valeur de ses droits sociaux, donc la valeur globale de l'entreprise, l'outil industriel, artisanal, le fonds libéral qu'il s'est efforcé de construire tout au long de sa vie active, peut être perdu, réduit à néant. Et également, bien sûr, le compte courant d'associé. Le compte courant est constitué par les fonds que l'entrepreneur apporte au sein de sa société et qu'il espère retrouver un jour. Donc il s'agit bien sûr d'un patrimoine personnel qu'il a apporté à l'entreprise, mais effectivement en espérant pouvoir le recouvrer à terme. Vous parliez du divorce, le risque lié au divorce. En quoi cela influe dans la gestion du patrimoine de l'entreprise, Patrice Ron ? Alors déjà, sur le moral de l'entrepreneur, un dirigeant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau intellectuel, sa force mentale, peut être ébranlé effectivement par la procédure de divorce en cours, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit amiablement envisagée. Donc effectivement, l'ambiance générale de l'entreprise peut s'en ressentir, et elle s'en ressent d'autant plus que l'entreprise est de taille petite. Maintenant, sur les finances personnelles du dirigeant, si le dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale, ce qui représente à peu près 70% du régime matrimonial des Français aujourd'hui, en cas de divorce, la valeur de l'entreprise sera partagée avec le conjoint, dans le cas où effectivement les fonds qui ont permis la création du capital de l'entreprise ou de son rachat sont des fonds communs et n'ont pas fait l'objet d'une clause d'emploi ou de remploi de deniers propres aux dirigeants. Donc effectivement, valeur d'entreprise divisée par 2 dans ce cas-là pour le dirigeant. Et le dernier risque, c'est donc le risque lié au décès, Patrice. Alors le décès, effectivement, nous avons malheureusement 2 cas de décès célèbres parmi les grands patrons, notamment Christophe de Margerie, président de Total, qui est décédé en 2014 d'un accident d'avion soudainement donc, en Russie. Et également Édouard Michelin en 2006 d'un accident de bateau de pêche au large de l'île de Sein. Donc au-delà de ces 2 grands exemples, tout dirigeant, notamment de nos TPE familiales, peuvent disparaître soudainement et laisser effectivement un vide pour gérer et l'entreprise et la finance familiale, conjugale qui en résulte. Donc concernant ce dernier risque, celui du décès, que se passe-t-il quand le dirigeant décède et qui peut reprendre sa place ? Dans quelles conditions, Patrice Ron ? Encore une fois, il faut distinguer les grandes entreprises où là la succession peut être prévue. En revanche, dans nos petites sociétés familiales, qui représentent à peu près 90% du tissu économique français, donc moins de 10 collaborateurs, moins de 10 personnes, tout repose sur le dirigeant, fondateur, opérationnel, actionnaire, qui a effectivement créé son entité commerciale, de services, artisanale. Et la disparition peut être véritablement un choc dans la mesure où la succession n'est pas prévue. Notre dirigeant étant à la fois commercial, manager, gestionnaire, relationnel. Donc c'est lui qui tient effectivement toute la valeur de son fonds de commerce et la valeur financière de son entreprise. Donc la succession est ouverte et dans ce cas-là, on peut connaître les affres des successions contentieuses entre des membres d'une même famille, entre le conjoint, les enfants, qui peut prendre les rênes, qui a été le préféré, entre guillemets, ou pas, ou qui a été destiné ou non destiné effectivement à prendre la succession.
Donc on vient de détailler les 4 grands risques, les 4 catégories de risques. Quelle est la graduation de ces 4 catégories, Patrice Ron? Alors on peut schématiser, Pauline. On peut schématiser. Le risque d'accident peut représenter à peu près 10%, c'est-à-dire un cas sur 10 qu'il faut effectivement parer. Le risque de défaillance représente quand même 20%, liquidation, redressement judiciaire. Le risque de divorce, comme vous le savez, un couple sur 2, donc 50% des entreprises peuvent se trouver concernées par ce risque-là. Et bien évidemment, le risque de décès représente 100%. Étant donné, il ne faudrait pas effectivement que ce risque survienne pendant la carrière effectivement de l'entrepreneur en tous les cas. Alors comment est-ce qu'on peut anticiper ces risques? Anticiper les risques, alors les 4 catégories de risques, on peut anticiper le risque de divorce par un contrat de mariage, notamment la séparation de biens qui permet d'isoler le patrimoine entrepreneurial de l'entrepreneur vis-à-vis de son conjoint et donc de séparer la finance personnelle de la finance professionnelle. Donc le contrat de mariage peut effectivement permettre effectivement de résoudre ce sujet. La dépendance future, l'accident, peut être résolu par, à titre personnel en tous les cas, par la mise en place d'un contrat, un mandat de protection future. Le risque de défaillance, alors effectivement, on ne saurait que trop déconseiller de se porter caution. En revanche, tout le travail à faire pour qu'une banque n'exige pas une caution d'un dirigeant est de faire en sorte qu'il inspire vraiment la confiance, qu'il fasse un reporting très régulier auprès de ses partenaires, notamment bancaires, pour effectivement pouvoir se passer de mettre en place une caution. Pour ce qui est maintenant du décès, qui représente effectivement 100% des risques, comme on l'a dit, idéalement, il faudrait que le dirigeant commence à déléguer petit à petit ses pouvoirs, ses attributions à des collaborateurs de l'entreprise, à des membres de sa famille, le cas échéant, et également qu'il pense aussi au démembrement de propriété. C'est-à-dire conserver, par exemple, pour une société civile immobilière, on va commencer par une SCI, et on verra pour la société opérationnelle. En tous les cas, pour la SCI, le dirigeant peut commencer à donner la nue propriété de ses titres et se conserver l'usufruit, c'est-à-dire il en a les fruits, notamment les dividendes perçus sur les résultats de l'exercice précédent ou alors issus des reports à nouveau de l'entreprise. Donc il conserve le bénéfice, par exemple, de revenus locatifs ou en tant que tel ou de dividendes. C'est un premier pas pour préparer effectivement la succession. On parlait tout à l'heure des différences de gestion de risque dans une TPE et dans une grande entreprise. Comment gérer correctement le risque dans une toute petite entreprise ? L'entrepreneur peut appartenir à des réseaux de rencontres d'entrepreneurs qui sont situés dans des mêmes domaines que lui, dans d'autres secteurs économiques, en tous les cas des réseaux de partage, à la fois de problématiques professionnelles et personnelles. Le patrimoine peut être abordé avec effectivement des collègues. Et d'autre part, les compagnies d'assurance proposent également des contrats hommes-clés, des contrats assurance hommes-clés, ce qui peut effectivement avoir tout son intérêt dans une TPE de moins de 10 personnes. Alors pour conclure, Patrice Ron, est-ce qu'on peut tout prévoir, même l'imprévisible ? L'imprévisible n'est pas toujours prévisible par définition, mais en revanche, à partir d'une catégorie des 4 risques que l'on a identifiés, donc le divorce, la dépendance, la liquidation judiciaire, la disparition subite, chacun doit pouvoir, en s'entourant de ses conseils, que sont les avocats, les notaires, les experts comptables, les conseillers financiers, arriver à passer en revue une cartographie plus spécifique des risques propres aux dirigeants concernés. Merci beaucoup Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur, d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, Smart Patrimoine, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Com et à Sybille de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.